Bon, comment Donc, ça va vous? Et un petit. ouais. On s'est tous bouffé la parole. Ah, Tu me Qui dis. y va? Ça a lancé là le stream là. ouais, ça a lancé, ouais. Ah merde. Bah c'est parti. Bah, on parlait là des quand même des leaks de Jen là, par rapport à Webflow. Hmm. C'était la grande question, c'est est-ce que c'est un fake ou pas? Je sais pas si tu as eu le temps de voir, Alex. Oui, c'est fake. C'est fake, Pour, tu penses? pour moi, ouais, c'est fake. Bah, même si j'aimerais bien que ça soit vrai. Mais la façon dont c'est annoncé, en fait, j'ai vu avec le bandeau, il y a une espèce de watermark. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc typique fake, enfin, qui n'a pas l'air fake, mais qui est fake. Après, enfin, en fait, ouais, quand j'ai vu le tweet, je me suis dit, après, je pense que dans le futur, ces fonctionnalités, elles arriveront. Après, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais pour moi, ça paraît fake. Première intuition comme ça. Ok. Et on sait un peu qui est la personne qui a leaké tout ça? Ouais, elle a Ouais, déjà ouais. leaké des infos sur Facebook et Instagram qui se sont avérées vraies en fait par la suite. Et c'est ce qui en fait a amené un peu sa notoriété. Et en fait, si on regarde son Twitter, rien que depuis ses derniers tweets, elle a reliqué d'autres choses, mais pas sur Webflow. Et en fait, elle se revendique comme une white hacker. Tu sais, elle fait, je n'ai même pas le mot en français, mais du reverse engineering pour du coup arriver en phase de test, en phase de staging finalement des sites. Et du coup, c'est comme ça qu'elle arriverait à avoir toutes ces infos-là. Mais du coup, ce que je comprendrais pas, c'est que si elle a réussi à avoir une bonne notoriété comme white hacker avec Facebook et Insta, bah, dans quel intérêt elle viendrait recréer, se faire chier quand même, parce que c'est quand même assez complet ce qu'elle a proposé. Mm. Du coup, se faire chier un peu à recréer une interface de Webflow et rajouter des fonctionnalités. C'est ça Je qui suis me. d'accord. Moi, je pense clairement que. En fait, je vois pas son intérêt dans le sens où ça ternit plus en fait sa réputation qu'autre chose que Mm. d'envoyer des trucs. Et d'ailleurs, quand tu l'as posté sur LinkedIn, Théo, et que tu l'as tagué, elle a répondu dans les commentaires Ouais, elle a fait au bout d'un moment parce qu'il y avait Thibaut des Marty autos. qui est, on salue, vu qu'on est en stream, comment dire, qui est le CEO de Dodo Tool. Et il a dit non, mais c'est un fake. Et elle a dit pourquoi c'est un fake, pourquoi je pense que tu aurais un fake, tu Ouais, vois, genre. ouais. Et je pense clairement que après, ça veut pas dire qu'en fait ça va arriver genre dans 2 semaines, un Mm. mois, etc. Clairement, ils sont peut-être juste en train de bosser dessus, c'est des prototypes et le mec, il faudra peut-être encore un an avant de terminer. Mais d'un côté, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas sorti quelque chose de C'est majeur ça. quoi, par rapport à Webflow? Ça expliquerait beaucoup de choses. Ça expliquerait beaucoup de mises à jour mineures qu'on vient d'avoir et qui du coup préparent quelque chose d'assez conséquent en amont. Au-delà, le Logic Flow, je suis d'accord, ça peut arriver dans longtemps. Mais genre les users ou les abonnements finalement, je pense pas que ce soit si conséquent pour eux aujourd'hui. Après la levée de fonds, ça me paraissait être le next step à avoir, c'est les users et optimiser le e-commerce. Et du coup, ça pourrait être logique et crédible. Moi, j'ai pas trop regardé les leaks, je me garde la surprise de quand ça sera vraiment en live. Mais il y avait qu'une photo ou il y avait aussi des vidéos? Non, non, que des photos, il y en a plusieurs, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Après, j'avoue, ça peut être cool parce que si tu peux court-circuiter Zapier, intégrer directement sur Mm. Webflow, franchement, c'est top. Ça serait une Bah, plus. d'un côté, en fait, ça paraît logique dans le sens où typiquement, c'est ce qui permettrait de faire de la relance de panier abandonné sur du e-commerce qui aujourd'hui ils n'ont pas et qu'un Shopify fait en fait. Et que c'est vraiment un peu basique parce que tu peux pas le faire avec. Je pense que tu peux plus ou moins le faire en détournant, mais c'est ultra complexe, ou du moins c'est galère avec un Zapier, etc. Il faut définir quand le mec il drop par rapport à ton checkout. Ouais. Donc clairement, en fait, ça paraît juste logique qu'ils fassent quelque chose comme ça s'ils veulent se mettre en tant que vraiment un concurrent sérieux en termes de e-commerce. Et moi, je trouve que c'est pas que c'est pas trop tôt, mais ça paraît genre ouais. Alors parce qu'aujourd'hui, moi, quand on me demande genre est-ce que tu conseilles Webflow en e-commerce, je dis à chaque fois non, Mm. parce que je trouve qu'ils remplissent pas encore tous les critères en fait Ouais. par rapport à un Shopify qui est encore beaucoup plus complet et oui, certes, est plus cher, etc. T'as moins de liberté. Mais en soi, dans 99% des cas, en fait, tu n'as pas besoin de faire un design ultra léché pour du e-commerce parce que c'est souvent tout Ouais. juste, ils se ressemblent. Et ouais, donc voilà. Pour finir là-dessus, je trouve que c'est un peu logique. Après, c'est dans quel sens, quand ça va arriver,
Qui va arriver en premier, etc. Ouais. Ça, c'est un peu un mystère. Mais tu regardes un peu, ils n'ont pas été non plus. C'est vrai que ça fait un moment. Ils sortent que des petits trucs, tu vois, depuis 2-3 mois, facile. C'est que des petites mises à jour, des petits trucs, des petites avancées, quoi. Mais c'est jamais fantastique, quoi. Ouais, là, il n'y a rien qui explique la levée de fonds. Il n'y a rien qui est le résultat d'une levée de fonds. Non, clairement pas. Parce que tu Après, il y a eu le peux, Covid. tu peux faire un récap au cas où les gens n'aient pas suivi des infos fuitées. Ouais, bah du coup, là, moi, je peux vous partager l'écran si vous voulez, mais j'en ai plusieurs. L'intégralité de votre écran. Ouais, nickel. Tac, tac. Ouais, donc il y avait ce leak-là qui, du coup, impliquait à la même manière que les pages e-commerce qui ont une partie dédiée. Là, il y aurait une partie dédiée aux pages utilisateurs. Et donc, du coup, ça implique en effet une partie utilisateur. Il y avait cet écran-là qui du coup expliquait le logic flow, etc. et ce qu'on imaginait avec des relances de paniers abandonnés, etc. Et il y avait cet écran-là. Alors il y en avait un autre, mais j'ai pas retrouvé l'écran. Donc cet écran-là qui du coup explique les systèmes d'abonnement avec des relances automatiques. Et il faudrait que je le retrouve, mais il y avait un autre écran. Parce que du coup, il doit avoir un système. Tu vois, et du coup, à Watermark tous ces écrans hein, quand même. D'où le fait que la watermark me choque pas plus que ça. C'est plus en mode bah, j'ai été la personne qui a trouvé. Et du coup, tu vois, ça je pense que. Et là, elle a écrit OK Webflow, you win. Je pense qu'ils ont un système en mode on sait que tu es arrivé dans la version test et du coup, bah, on te met un troll et on te renvoie. Et en fait, derrière, moi, ce qui m'avait attiré mon attention, c'était ça là. Il y avait une icône ici à gauche de l'œil, message, et une photo de profil ici. Alors que d'habitude, quand tu es en team, la photo de profil, elle est en bas. Ouais. Et du coup, c'est ce que je crois que c'est avec Armand que j'en avais discuté sur Twitter rapidement, mais pour moi, ça évoquait soit de la collaboration, soit un système de recettage directement dans le site. En mode, tu donnes accès à Ça des serait éditeurs, et ça, ce serait trop cool. Et du coup, eux, ils pinent, ils te disent, bah tiens, c'est là, faut élargir d'autant. Et du coup, ça apparaîtrait quelque part. Mais ça, c'est de la supposition totale. Hein. Ça, j'essaie de trouver une utilité à ce message-là. Mais ça serait une bonne évolution. Et du coup, là, entre l'outil de code et l'outil de design, on a par exemple avec Zapier, Figma et tout, pas Zapier, je sais plus comment ça s'appelle, moi je l'ai plus. Bah bref, Sketch et tout ça là, Ouais. on peut mettre des petits commentaires et l'outil de Zapier, code, ouais. on aurait du coup plus que vraiment un. Ça nous évite d'avoir des Trello, des Notion. C'est ça. Surtout pour faire de la recette, quoi. Genre, Ouais. clairement, tu as une différence entre ta maquette et quand tu intègres. Et que, en gros, les mecs, au lieu de te faire un email, ou te faire un email à chaque fois en disant ah, le bouton, là, on pourrait le faire plus gros. Genre, en gros, le mec, il fait en one shot, c'est 15 fois plus simple. C'est ça. Mais, parce que bon, après, pour rappeler aussi, c'est que là, ces évolutions où clairement, en gros, les mecs, comment dire, là, ils boufferaient, je sais pas comment ils feraient, genre du member stack par exemple, qui permet normalement d'avoir des users, de faire de l'abonnement, etc. Genre là, ils seraient mangés, on va dire. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que Webflow a quand même fait une grosse levée de fonds il y a plus d'1 an maintenant à 75 millions. Et au bout d'un moment, les gars, genre, justement, c'est un peu, ils sont un peu en tête de gondole, on va dire, du mouvement no code. Et c'est un peu à eux montrer aussi d'une certaine façon la voie là-dessus. Et que, bah, perso, moi, j'attends encore en fait les évolutions, ou du moins les répercussions de ces 75 millions. Oui, ils ont mis en marketing, ça, on a compris. On l'a bien vu. Mais qu'au bout d'un moment, les gars, j'ai envie de dire, ouais, mais c'est un cap en matière d'outils parce que pour l'instant, il n'a pas forcément ultra évolué en fait. Genre, les e-commerce, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils l'ont lancé. Il est toujours plus ou moins un outil tu vois, qui est sympa, mais tu ne l'utilises pas non plus à fond. Tu sais que tu vas avoir tes limitations. Et après, la version non e-commerce, donc plus classique en fait designer, elle n'a pas avancé beaucoup en un an et demi, quoi. Donc c'est un peu ces avancées-là qui sont excitantes et à la fois, évidemment, tu te dis ça serait cool. Ouais, puis il faudra qu'ils se réveillent un petit peu, parce que comme on le disait du coup en préambule, mais il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, Wix, etc. Et il y a un moment où là la course va s'accélérer aussi un petit peu, nouvelles fonctionnalités. Chacun va défendre un peu son morceau de pain. C'est sorti Wix ou c'est Wix Editor, je sais plus si c'est en bêta encore ou si c'est sorti, mais je crois que c'est sorti. Hein.
Ils ont commencé à communiquer dessus. Surtout quand tu vois le nombre aussi, là, tu regardes sur Product Hunt, le nombre d'outils qui se lancent pour la création de landing et de Ouais. sites, mais c'est abusé, il y en a presque un nouveau chaque semaine, quoi. Ouais. Genre, c'est l'Eldorado, en fait, en ce moment, tu vois. Et en fait, le truc, c'est aussi parce que, ouais, Webflow est génial, mais t'as quand même une learning curve c'est une courbe d'apprentissage quand même, qui peut être assez raide au début. Et au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils prouvent. Le problème, c'est que, certes, tu as une courbe d'apprentissage qui est dure, mais c'est aussi parce que tu peux faire des trucs de ouf au bout. Et quand je vois maintenant les outils qui se lancent à côté, il y en a, ils font des landings et des sites qui sont ultra propres en peu de temps, quoi. Et je me dis, ce serait bien qu'il y ait d'autres choses qui se rajoutent en fait dessus. Et comme ça, clairement, ils pourraient démontrer que, ouais, c'est bien les enfants aller jouer dans le bac à sable, mais maintenant, on parle entre C'est ça. adultes, tu vois. Ça fait vraiment, on impose, quoi. Et ça veut aussi dire que le no-code plaît à beaucoup de gens et qu'il y a un vrai marché là-dedans. Ça, c'est clairement. plutôt cool. Clairement. Ça, ouais, je pense que 2019, ça a été un bon démarrage et 2020, c'est l'année du no-code. Il y a tellement de trucs qui se lancent, c'est énorme. De toute façon, c'est assez facile. Tu regardes, maintenant, il y a tous les gros, comment dire, à la fois ceux qui sortent des études de marché, etc. Et à la fois les gros médias traditionnels qui commencent à taper des articles dessus. Donc en général, ça veut dire que c'est devenu bien mainstream le machin pour qu'ils commencent à s'y intéresser, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on passe au sujet suivant? On peut faire une petite transition justement où Thomas a gagné quelques prix sur Awards et c'est un site fait avec Webflow. C'est-à-dire que même les gens de chez Awards acceptent que Webflow soit dans les gagnants et ça c'est plutôt cool. J'ai pas vu tellement de gens qui dénigraient Webflow ou genre le fait que ça soit du no-code. J'ai pas tellement de gens. Non. Je pensais que ça va être les gens être plus radicaux là-dessus. Mais non, c'est pas. En fait, peu importe l'outil, du moment que c'est bien fait, ou que ce soit fluide, performant, Ouais. l'utilisateur soit bon, en fait, l'outil, En fait, c'est un peu le grand débat d'ailleurs du no-code où typiquement, en fait, ça veut dire que c'est un peu se faire mousser en fait entre adeptes du no-code, de dire qu'en fait, tu as construit tout ça en no-code, mais les utilisateurs, au bout, ils s'en fichent complètement parce qu'ils vont dire, mais ça fonctionne, ou genre, si tu peux faire des choses beaucoup plus complexes avec du level et autres, mais surtout, c'est qu'ils vont dire, je prends, ça fait le boulot et moi, je m'en fous que ça soit fait en code pur ou en no-code. Et Webflow, quand tu regardes la qualité, je sais pas, je pourrais voir peut-être le site de Thomas si tu l'as sous la main, Théo, mais en vrai, en plus, c'est pas son premier coup d'essai maintenant, donc il se démerde quand même pas mal, le garçon. C'était son premier. C'était son portfolio. Je crois que l'histoire, c'est qu'en fait, il avait du temps pendant le confinement et que du coup, il est plongé dans Webflow. Il a saigné Webflow pour faire son portfolio et du coup, ça a sorti ce magnifique site qui a reçu le Award, du coup, Award of the Day. Et quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de. Sur Award, la concurrence est rude. Sur CSS Award, c'est un peu plus facile. Tu peux avoir un Award. Mais sur Award, c'est quand même. Quand tu vois ce qu'ils font tous les jours. Clairement, mais là, on est comme une belle bande, là. Vous êtes talentueux, les gars. Je me doute que ça va pas être le dernier. Je redécouvre des trucs sur son site. Genre des animations que je pensais être genre une vidéo. Non, c'est codé, ça aussi. Ok. Il y a plein de petits easter eggs en fait, sur la page de 404, je crois aussi. Il y a plein de petits trucs cachés qui en fait font une expérience vraiment cool. Ah oui, ils sont 404. Exact. Non, franchement. Bon travail. On attend aussi le site de Tambien. Ça commence à être déjà pas mal. Ouais, là c'est en cours de redesign. Je l'ai déjà mis en ligne, mais j'ai pas mal de petits trucs à corriger. Mais c'est vrai qu'avec Webflow, je l'ai refait j'ai refait du design dev, je l'ai refait en 10 jours. Donc, en fait, le truc cool de Webflow, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que tu lances un produit vachement rapide, super rapidement. Ouais. En fait, si tu te chauffes, après ça dépend du nombre de pages, etc., si tu fais un e-commerce ou quoi, mais entre 2 semaines ou un mois, tu peux lancer ton projet.
Alors que moi j'ai fait avant je faisais du design et souvent c'était repris en dev par des agents. Et en fait les sites mettaient 3-4 mois à en sortir en dev, quoi. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant pour les gens, souvent quand tu as un client, tu demandes c'est quoi la deadline, il dit pour hier. Ouais, toujours. C'est des gens tout le temps pressés ou qui veulent sortir leur produit rapidement pour le tester, donc ce qui est compréhensible. Et en fait, Webflow, c'est cool, tu peux tester ton site rapidement, voir ce qui marche pas. Et c'est un peu frustrant quand tu mets 3 mois à développer ton site. Alors, il n'est jamais parfait, il y aura toujours des choses à changer. Là, sur Webflow, tu lances en 2 semaines. Tu analyses le comportement utilisateur et tu corriges tout. Donc, c'est un des atouts de Webflow aussi. D'où l'outil de collaboration, de review du client qui peut être vraiment cool en direct sur Webflow. C'est cool. Ça peut être top, ouais. En vrai, ouais. À voir. L'avenir nous le dira. Du coup, tu voulais parler de Howard, Armand, non? Oui, j'ai redécouvert hier et aujourd'hui les lives que Awards font sur leur site. Aussi sur leur site. Ouais, ils font des lives et ils sont aussi sur YouTube. Ils font donc des lives et ils mettent en ligne les rediffs. Les lives, ce sont pas les conférences qu'ils remettent dispo sur YouTube. Ça va être plutôt des case studies, des trucs comme ça. Et c'est super intéressant d'avoir un peu le behind the scene de comment est-ce que ça a été pensé et développé. Et franchement, un pur régal. Là, j'ai regardé celui de Built in Amsterdam, qui ont fait le site de Powerhouse, un site sur lequel j'étais tombé par hasard justement sur Twitter et j'étais mind-blowing. Vraiment un truc que j'adore, et c'était super intéressant du coup d'avoir un peu tout le cheminement de comment est-ce qu'ils ont pensé leur stratégie d'un côté, mais aussi toute la partie UX et design. Ils ont un petit peu aussi évoqué la partie dev, mais ils sont pas trop rentrés dedans parce que c'était un des designers qui avait la parole. Et là, du coup, moi, je suis en pleine phase de design, de test pour plusieurs sites et tout. Et du coup, ça m'a un peu apporté des questionnements super intéressants. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être une très bonne ressource pour ceux qui veulent se lancer ou même revoir des bases ou s'améliorer. Très, très cool. Ok. Faut que tu m'envoies le lien, comme ça je pourrais le mettre en dessous. Le lien dans la description. Dans la description. Une petite fiche, je sais pas où, peut-être là ou là. Ouais, je sais pas du tout comment on fait ça. On va découvrir ça en live. Exactement. Non, ouais. Non. Ils ont fait ça, Howard aussi. Ils ont fait aussi des Howard Review. Je crois que c'était pendant le confinement où ils passaient en revue. Tu avais un jury de 2 personnes. Ah non, oui, c'était les jurys Awards qui expliquaient pourquoi ils donnaient telle note, qui analysaient en direct les sites soumis. Et du coup, ça, c'était pas mal. C'est vrai que leur chaîne YouTube est vraiment cool, il y a pas mal de contenu. Et ils ont une espèce d'école en ligne, enfin c'est pas une école, mais j'ai pas bien regardé, mais j'ai vu qu'ils avaient un truc en ligne pour avoir un peu plus de contenu de la part des gens qui sont chez Awards, tout ça. Faudrait regarder un peu, creuser ce que c'est, voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais déjà avec ce qu'ils proposent gratuitement, c'est plutôt intéressant. Moi je sais que ce sont sur les case studies que j'ai le plus trouvé des petites infos sur les cases de Aristide Benoît ou d'autres. Ils vont parler des fois un petit peu de techno, ils lâchent 1 ou 2 trucs et ça me débloque sur pas mal de choses. Donc ça c'est plutôt cool. Et justement, un autre sujet que du coup j'aimerais voir avec vous, si c'est quelque chose que vous faites. Si par exemple vous êtes sur un site, il y a quelque chose de super cool qui se passe à l'écran, une transition, une animation, et que vous voulez la refaire, quel est votre cheminement? En gros, moi je sais que j'aime beaucoup passer du temps dans les consoles, dans l'examinateur d'éléments sur Chrome et tout ça pour comprendre comment tout fonctionne. Et je trouve que c'est un bon exercice pour s'entraîner, pour faire des choses. Donc moi, je suis plus code que no code. Donc essayer de comprendre déjà la logique quand il y a une transition de page d'un élément à l'autre et qu'il bouge et qu'il reste sur la page. Où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est, quelles sont les propriétés qui vont partir et arriver.
Et ça, c'est quelque chose que je vois pas beaucoup. J'ai trouvé 2-3 chaînes YouTube où justement les gars refont ce genre de trucs cool qu'on voit sur le site des awards. Donc il y a Wrong Akram, je mettrai ça en description aussi, qui fait des awards rebuilt, vraiment cool. Et c'est grâce à lui que j'ai pu justement comprendre la logique derrière une transition où il y a une image, tu cliques dessus, elle s'agrandit et elle va directement au positionnement de la page suivante. C'est toujours justement un truc que j'avais pas compris, s'il fallait garder l'image, s'il fallait la dupliquer, à quel moment il fallait la faire jouer son animation, tout ça. Et bref, et du coup, ouais, il y a beaucoup de gens qui posent des questions à chaque fois toutes bêtes, alors que si ils avaient un peu examiné des sites ou des fonctionnalités, ils pourraient directement level up. Et je trouve que c'est vraiment un truc, ça, c'est genre le petit truc à faire. Et tu peux gagner en compétences rapidement, en expérience. Moi, je suis en train de faire ça justement, tout ce qui est transition. Je suis en train de taper comme un fou dessus et c'est 10 sites d'awards qui sont ouverts avec des technos différentes et je regarde comment ils font, à quel moment l'animation se joue, les performances, tout ça. Et voilà. Moi, je pense que je suis à l'opposé de toi parce que j'avais aucune notion de code avant de connaître le Webflow. Moi, j'ai plus une analyse de motion design en fait, et d'analyse keyframe par keyframe, en disant ok, à 0 il se passe ça, à 50 il se passe ça, à 100% il se passe ça. Et du coup, en fait, ça me permet de décomposer le mouvement et après, du coup, de reproduire sur le Webflow. Moi, j'ai plus cette vision. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je vois un site sur Howard. En fait, j'ai toujours le réflexe de ok, je pense que c'est possible pour le Webflow. Sinon, comment on peut faire ou... En fait, maintenant, tu as toujours ce truc. Ok, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste. T'as juste 2-3 manips à faire, 2-3 trucs à faire, c'est parti. Non, on essaie toujours de retranscrire ça dans Webflow. J'ai pareil, j'ai le même réflexe. Chaque fois, je pense à ok, donc là, c'est un move sur cet élément-là de tant de pourcents. Et ouais, finalement, tu te visualises Webflow, tu essaies d'imaginer un peu le truc et ouais, c'est plus du motion que de la technique de code, mais en effet, ouais, tu retranscris ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est vachement bien le showcase de Webflow. Parce que tu as plein de mecs comme ça qui font des animations de dingue et qui du coup mettent leur site en clonable ou en read-only par exemple. Et du coup, tu peux aller voir directement comment ils ont fait ça. Je trouve ça fou pour apprendre. C'est un truc énorme. Alors que du code, c'est tout de suite moins attrayant. Si tu veux, supposons que l'animation, le gars il n'a pas compressé son JS ou quoi que ce soit. Tu peux voir dans inspecter l'élément un peu comment ça réagit. C'est tout de suite moins lisible qu'une animation dans Webflow. Donc, mais ouais, j'ai un peu la même approche que toi, Alex. Ouais, parce que moi je sais pas du tout inspecter le code. Ouais, souvent le code il va être compressé, sur Chrome, mais ça va être bundlé, donc on va rien pouvoir lire. Ça va être ils utilisent Uglify qui permet de, c'est tout ce qui est nom de variable, les mettre en une seule passe. Donc tant là-dessus que je regarde, mais ça va être vraiment genre justement plus keyframe par keyframe, mais du coup dans les éléments HTML, à quel moment la div disparaît, à quel moment elle apparaît. C'est trop cool ça, mais c'est un bon moyen d'évoluer. C'est vrai. Ouais. En fait, si on reproduit, en fait, je pense que de toute façon, la base de l'apprentissage, c'est de reproduire des trucs que tu veux faire. En fait, du coup, tu sais les faire. C'est tout con. Et d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube d'un mec que je viens de découvrir, qui est super connu, mais je sais pas. Mais qui, du coup, n'est pas Code. Son nom, c'est Benjamin Code. Je sais pas si vous le connaissez. Non, ça me dit rien. Ouais. Eh bien, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et par exemple, lui, il a reproduit le site il y avait une agence qui a fait un site pour Greta Thunberg. Je sais pas si c'est un tribut, c'est un site officiel. En fait, il a reproduit le site. Et du coup, en fait, il voulait apprendre cette techno-là. Il a reproduit le site. Et et en attendant, je vais chercher. Et c'est lui qui est parti à Malaga. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que ça me parlait. Ça. Dès que tu as dit Greta Thunberg, je me suis dit ça me parle, ça, je crois qu'Armand il m'en a parlé. Je l'avais trouvé toute la moment, je l'ai envoyé, je l'ai maintenant. Mais oui, d'ailleurs, très bonne chaîne YouTube, On ajoutera aussi.
Ouais, maintenant le Armand Code. J'ai fait une tentative, hein, mais trop de travail à faire des vidéos, des tutos. C'est dommage parce que c'était vraiment quali en plus. Ouais, peut-être un jour ça reviendra quand j'aurai du temps. C'était hyper intéressant parce que c'était axé débutant. Et du coup, même des gars qui sont dans le no-code, du coup, découvrent le JS finalement. Et quel usage on peut avoir du JS. Je trouve ça, si vous n'avez pas vu les gars, je vous conseille d'aller voir. Passionnant. Bah, C'est pas mal pour apprendre à développer. Hein. C'est plutôt cool. le lien en description. Il y a une description. Il y aura beaucoup de liens en Ça va être un description. pavé. Alors, on a mis 14 liens en description. C'est tout ce que les gars. Il y a un sommaire pour la description. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un truc assez. Bon, c'est pas rigolo, mais moi je trouve ça drôle. C'est que du coup, les outils comme Webflow, tout ça, donc c'est du no-code pour vraiment faire des sites internet. Et dans le milieu du code, du développement front particulièrement, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'aller plus vite et qui nous permettent de pas setup tous les trucs de listage, de feature, de bundle justement, de trucs. Et du coup, je me suis dit qu'un jour, ça se trouve, on aurait un super outil pour nous les devs qui permettent de lancer un projet directement front avec 0 fichier config, et ça serait le feu, parce que là, on est toujours obligé d'en avoir un ou deux. Puis si tu veux une petite fonctionnalité en plus ou un truc pour que ça soit supporté sur tous les navigateurs, faut rajouter ceci, faut rajouter cela. On se retrouve vite avec des packages énormes. Et du coup, commence à y avoir des boîtes et des gens qui travaillent là-dessus sur du no-code, mais pour les codeurs. C'est assez drôle. C'est vraiment un phénomène qui touche tout le monde, quoi. Ouais. Tout le monde, ça, on n'a plus envie de se passer du temps à faire des choses qui sont répétables. Tout ce qui est automatisable. Ouais. Faut automatiser. D'ailleurs, il y a un bon sujet à faire sur l'automatisation dans le process de travail, sur comment. Surtout. C'était avec toi que je parlais. Ouais, ton Notion. Ouais, c'est déjà d'avoir Notion, enfin sur Notion, mais surtout de comment automatiser tous ces process pour éviter toutes les tâches rébarbatives. Et aussi, il y a une grosse partie automatisation, éducation client. C'est un truc à travailler, je trouve. Et c'est toujours en début de projet, c'est d'envoyer un email kick-off avec, je sais pas, une vidéo qui explique qu'est-ce qui va se passer. Enfin, en fait, il y a tout un truc, je pense, à travailler sur l'automatisation. Parce qu'en fait, tu as souvent des questions, tu as toujours les mêmes questions en fait, qui reviennent de la part des clients. Et du coup, si tu les traites, et si tu automatises ça, en fait, tu as du temps de gagner, des emails de gagner ou des calls évités. Et du coup, c'est clair. En fait, tu répètes toujours la même chose au début d'un projet, donc finalement, faut le gagner. C'est vrai. Et là, il y a encore. En fait, il y a du temps à passer avant, à penser le tout, le concevoir, et après c'est énorme le temps que tu gagnes. Moi, je suis en train d'essayer de penser à ça entre deux trucs. Mais notamment, déjà, avec Loom, déjà, je trouve que ça a changé, la donne. Sur l'éducation client, éviter tout un tas de mails, de calls. Ouais, ok, il y a une question, il y a un problème à régler, tu fais une vidéo Loom, c'est réglé. Et, je pense que il y a pas mal d'aspects comme ça, l'automatisation. Tu peux tu peux automatiser même plus en amont, genre le mec du monde qui prend contact avec toi sur ton site. En gros, t'évites en fait de tergiverser 15 ans pour trouver un rendez-vous, t'as déjà un petit lien Calendly qui est dispo, que le mec derrière tu vas avoir un email qui va shooter automatiquement avec pourquoi pas des pages sur ton site en disant voilà comment moi je fonctionne sur Webflow, genre par exemple je fais des sites qui sont zéro carbone, des choses comme ça, tu vois, des valeurs fortes à tes yeux. Et qui s'envoient un peu automatiquement, comme ça t'es pas genre t'as pas zappé puis envoyé aux choses. Et je pense que aussi c'est bien ça permet aussi de vachement cadrer en fait la relation avec le client, éviter que des fois aussi alors c'est pas que les mecs abusent, mais tu peux avoir aussi cet aspect où ils vont pas forcément comprendre comment tu bosses, et donc c'est un peu chiant parce que ils vont me poser des questions tout le temps, ou ils vont avoir ci, ça, et c'est vrai que comme tu dis déjà il y a Loom qui est genre ultra pratique pour déjà expliquer. Et tu te rends compte en fait quand tu finis un projet, tu te répètes en fait beaucoup
sur comment un peu utiliser Webflow, etc. Et presque en fait avoir des vidéos qui sont préparées en amont pour couvrir déjà des sujets clés. Ça pourrait être assez ouf. Mais bon, là, je pense qu'on fait une formation à force. Hein. On va pas manger sur ton terrain, mais c'est vrai que c'est un peu ça en fait. Et en plus de Loom, j'ai découvert un outil vraiment cool, c'est le Typeform version vidéo. Enfin, c'est Typeform 4.5. Ouais. Ça s'appelle VideoAsk, je sais pas si vous connaissez. C'est très cool. Et qui, oui, du coup, qui peut être vraiment très cool. Moi, je pense que je vais l'utiliser sur mon site pour en fait montrer, tu vois, tu as une vidéo d'intro et en fait après t'expliques les points clés de ton studio. Et là en fait tu peux avoir des choix, tu peux rentrer plus en détail. En fait tu as des multi-choix dans la vidéo. En fait tu pourrais le faire sur Webflow. Aussi tu peux faire des vidéos avec des boutons, etc. Mais là c'est un peu plus lourd à intégrer. Et là en fait dans la vidéo, tu le fais directement, tu as juste uploadé tes photos, tes vidéos. Ouais, puis là, c'est optimisé pour le temps de chargement aussi. Ouais, Alors ouais, sur ouais. Webflow, toutes tes vidéos elles vont te charger d'un coup. Ouais, c'est toujours un peu plus galère. Non, mais c'est vrai que VideoAsk, ce qu'ils avaient fait, c'était pas mal, tu vois. Même, je viens de tomber sur un truc aujourd'hui, autre chose, mais qui complète en fait, c'est genre AppyScribe. Ils font en fait de la transcription et des sous-titres automatiquement en fait. Et genre, ça peut être trop bien quand t'as de la vidéo et que tu sais très bien qu'il y en a plein, les vidéos elles vont se lancer, mais que elles ont pas le son, des choses comme ça. Et donc, comme ça, tu peux foutre une traduction français-anglais typiquement. Et ça peut être super pratique. Je pense à toi, par exemple, Alex, vu que tu as une chaîne YouTube. Mais clairement, quand tu veux partager ça sur du LinkedIn ou des choses comme ça, où tu sais clairement qu'il n'y aura pas le son, ultra pratique en fait. Et les prix sont pas du tout abusés. Et moi, je pense qu'il y a moyen qu'en fait, je me dis que ça peut être assez cool. Même, tu vois, pour reprendre Loom, tu avais fait ça, Alex. Moi, j'ai vu, parce que j'ai un peu scruté j'ai regardé ton site ce matin pas mal. Le côté présentation en fait de ces projets, tu vois, et je pense qu'en portfolio, c'est intéressant de pas juste en fait mettre son projet et dire bah voilà, j'ai fait ce projet sous Webflow, truc comme ça. C'est genre vraiment ok. Tu fais une présentation en direct du projet, tu parles, bah là on a fait ça, il y a telle animation, il y a ici, tu fais vraiment un truc un peu plus animé, qui est en 1 minute, au final tu as dit beaucoup plus que si le mec il était à l'espère pendant 5 minutes sur le site et que tu as des risques en plus qu'il ne revienne jamais sur le tien. Quoi. Ouais. Et ça crée le sous-titre automatiquement ou c'est à toi de le faire Non, ça crée automatiquement de ce que j'ai pu comprendre. Parce qu'ils mettent 19 langues, je crois. L'idée, c'est que ouais, Attends, je vais vous l'envoyer ici, ça va être plus simple. Mais on pourra mettre tout ça, bien sûr, en commentaire. Mais l'idée, c'est qu'en gros, c'est une IA derrière. Alors, est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est plutôt des mecs... pour les Français, ça va plutôt être des bons petits gars à Madagascar qui vont faire les sous-titres. Mais l'idée, c'est que je pense qu'en gros, il y a des mecs qui écrivent pour toi tes sous-titres au lieu que toi, tu le fasses toi. Et ça peut être vachement pratique parce que ça demande un temps fou à faire ce genre de choses. Quoi. Et c'est bien parce qu'en fait, tu te rends compte que ouais, plein de vidéos sont jouées sans son. Donc en fait, tout de suite, les gens, ils passent en fait. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, quand tu regardes sur Insta ou Facebook ou quoi, maintenant toutes les vidéos sont avec des sous-titres. Les gens regardent pas. La plupart ne regardent pas, mais des fois tu peux pas mettre le son, tu es dans le métro, tu sais pas où. Ça se lance en fait sans son. Donc en fait, quand tu vois un truc qui se lance sans son, t'as pas les sous-titres, en fait, tu te dis, mais fuck it, tu vois, genre, on va pas le faire, tu vois. Et en vrai, ouais, ça fait du sens, en fait, on va dire, de mettre ça, quoi. Puis surtout quand tu regardes, ouais, je trouve ça pas abusé, quoi. 1 heure, ça coûte 12 balles. Avant que tu peux faire facile 2, 3, 4 vidéos avant d'attendre ton heure. Ah ouais, d'accord, c'est à l'heure. Il y a plein d'outils comme ça qui sont développés depuis quelques années en fait sur ces aspects-là, en fait sur comment automatiser, comment faire ceci, comment faire cela, pour vraiment faciliter en fait ce genre de choses en fait. Et je trouve ça vraiment cool, tu vois. On parle de l'automatisation, mais même en matière de contenu en soi, tu te rends compte qu'en tant que freelance, c'est un peu clé. D'avoir du contenu en fait pour se faire connaître et clairement en fait tu as quand même beaucoup d'outils qui te permettent de simplifier en fait tout ça ou du moins de le rendre plus attractif, etc.
Donc c'est vraiment sympa. Et juste à faire des vidéos. Il y a le plus dur à faire à chaque fois. Hein. C'est intéressant, Toujours. c'est cool. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, l'outil, Grammarly, le lien que tu m'as filé, pour corriger ton anglais, du coup, je pense que tu l'as. Très, très bon outil aussi, franchement. C'est vrai. En vrai, Ouais, Grammarly, Ça, je vais le garder sous la main. Pour un outil gratuit, j'ai testé tout à l'heure, le taf que ça fait. Ah, Et en plus, c'est un bon moyen de level up en anglais aussi, parce qu'il t'explique tes erreurs. ouais. En matière de trad, pour moi, t'en as deux classiques et t'en as un troisième qui vient de se rajouter dans l'annonce il y a pas longtemps. Et t'as DeepL en fait, qui est genre un Google de traduction sous stéroïde. Genre il te fait ultra propre niveau traduction. Et après t'as Grammarly pour vraiment tout checker, plutôt au niveau de ta structure de phrase, parce que DeepL va te faire pas forcément du littéral, il va aller un peu plus loin. Mais des fois forcément ça va pas forcément ça va pas être logique en fait, ou en anglais on l'aurait pas dit comme ça. Et Grammarly va justement tourner un peu ça. Et là, le dernier qui vient d'arriver, c'est Fluently, qui est un DeepL, mais amélioré d'une certaine façon. Il va un peu... En fait, c'est un peu Grammarly, si Grammarly et DeepL avaient eu un enfant. Et t'as du Fluently qui est arrivé entre-temps, quoi. Et qui est arrivé dedans, quoi. Et c'est assez cool, encore une fois, comment ça se développe, on va dire, bien, tout ça, en fait. Alors, je vais essayer de vous retrouver aussi l'outil. Hop. Je pense que c'est comme ça. Yes, c'est ça. Et c'est vraiment bien, quoi. Genre, tu te rends compte que ça, en fait, tu peux en fait facilement avoir un site. Moi, pour mon portfolio, j'utilise Googlot, qui est aussi un très bon outil pour faire de la traduction automatique. Et sans en fait avoir besoin en plus de gérer le côté SEO, etc., parce qu'ils s'en chargent, mais c'est assez cher. Et si tu as besoin en fait de faire parce que Webflow, ça peut être un peu chiant de créer, on va dire, à chaque fois une page dédiée à l'anglais, de créer toutes les pages et tout. Donc ça peut être très pratique en fait d'avoir ces petits outils, parce qu'en fait ça te fait gagner un temps. Bah ouais, parce que si tu refais une page pour pour traduire, en fait c'est galère. Pour un petit site ça marche, mais pour un gros site, si tu les passes en anglais, après ça veut dire après il faut que tu corriges Exactement. Et c'est ça la merde. C'est clairement ça la merde. Donc c'est pour ça qu'un outil comme Wiglot en fait fait très bien. En plus c'est français. Un outil comme Wiglot fait, je trouve, très très bien l'affaire là-dessus. C'est pas donné, mais pour le taf qu'ils te font, je trouve ça quand même assez propre en fait. C'est super utile. Ouais, c'est cool. Merci, t'es sympa. D'ailleurs, Wiglot, pour information, ils ont fait des fat sites sous Webflow. Je crois qu'il y a... je me demande si c'est pas FinSuite qui leur a fait un site qui est genre monstrueux en termes d'animation. Et genre j'étais vraiment sur le cul quand je l'avais vu. Je me suis dit, mais il y a des mecs... Tu te dis qu'en fait Webflow, t'as tout vu, et tout d'un coup, t'arrives à un niveau encore au-dessus et tu te dis, mais genre, arrêtez-vous, quoi. Après, tout le monde a le même outil, mais la créativité, c'est toujours d'autres trucs incroyables qui vont sortir. C'est cool aussi. Je vous l'envoie, mais c'est dinguissime comme outil. Je sais pas, peut-être que je peux faire un partage d'écran pour montrer un peu. On va montrer à nos 2 téléspectateurs si ça te dérange pas, Théo. Non, il n'y a pas de souci. Je regarde. Non, on a un visionnage en cours. Je pense que c'est moi. Ah, on a un pouce. Yes. Allez. Bienvenue. Ah ouais, en effet. Et ça, c'est leur site. Je pense que vous voyez mon écran là. Ouais. Et genre, le site, il est vraiment, vraiment ouf, quoi. Genre, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Je crois que c'est FinSuite, mais je suis pas sûr. Et en gros, c'est... parce que là, ils ont un peu emmerdé. Mais... ils ont fait tout. Donc, bien sûr, c'est en français. Je crois qu'ils l'ont fait. Après, tu peux le traduire, en fait, dans toutes les langues que tu veux en direct. Là, ça va être en espagnol. Et en gros, après, ils avaient fait...
Voilà. Et ça me fait tout de suite penser tu- au responsive. Je me dis, mais comment les gars, ils ont fait ça en responsive? Hmm. Ouais, en fait c'est ça le truc, c'est que en desktop, tu peux tout faire, c'est Ouais. facile. Mm. Mais après, ouais, pour repasser tous les éléments en mobile, enfin déjà en iPad, en tablette et mobile, c'est la galère. Ah, clairement, en fait, ça devient très très vite un bordel, hein. C'est bien le problème en fait du responsive aujourd'hui, hein. Hmm. C'est que, ouais, en desktop, comme tu dis, c'est génial. Encore, tu as des difficultés entre. Moi, je vois, moi j'ai un 13 pouces et si tu tapes un 25, 27 pouces, tu vois, Ouais. déjà tu peux avoir des scripts qui vont péter, etc. Hmm. Mais après, ouais, genre, le pire, c'est en mobile en fait, que ça va devenir. En fait, ça va devenir un peu horrible ce genre de site. Parce que les animations vont être super compliquées à faire, ou juste ça va pas rentrer, etc. Très bonne idée d'avoir pris l'espagnol, je ne comprends rien du tout, malgré mes 7 ans de collège et de lycée. Mais ouais, au final, en mobile, moi souvent, j'allège au maximum parce que de toute façon, Ouais. enfin, en fait, tu as beaucoup d'animes qui disparaissent par exemple parce que tu pas de hover, t'as que des animes au scroll, en fait, quasiment, et au clic. En fait, ça permet aussi d'alléger tes animes. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde n'est pas dans une zone où il y a de la 4G, tout le monde n'a pas le dernier téléphone à la mode ultra boosté, donc ouais, j'essaie de penser un peu comme ça aussi. Mais d'ailleurs, ça, c'est une de mes questions. Genre, ce que je vois, en fait, vos sites, à chaque fois, ils claquent, quoi. Genre, à chaque fois, vous faites des portfolios et tout. Surtout vos portfolios, parce que les sites, encore pour un client, je comprends, au final, c'est le design, etc. C'est ce qu'a demandé le client. Mais quand tu fais un portfolio comme ça, genre, je vois, j'ai pu voir le tien, Théo, j'ai pu voir le tien, Alex. Il y a vraiment, tu vois, une grosse recherche d'un point de vue purement, genre, vraiment design. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que il y a vraiment cet aspect, est-ce que plutôt partir en fait sur un côté un design qui est très défini, genre où tu as pris un parti pris, ou est-ce qu'il faut mieux des fois aller sur un design qui va être beaucoup plus commun au final, plus que tu vas avoir dans tous les genres, mais que le but c'est plutôt, en gros, tu vas plutôt t'inspirer de landing page, de start-up et tout, tu sais que c'est plutôt ça converti au final, tu vois. Et moi je trouve c'est, moi qui suis pas designer en plus de base, tu vois, c'est un peu, je sais jamais trop en fait comment répondre à cette question, tu vois. En fait, je pense que ça dépend de à qui tu veux parler, en fait. C'est plus ça. Et ça dépend ce que tu veux montrer de toi. Si tu veux montrer que tu sais faire des landing pages en mode startup, et du coup tu fais ce genre de choses. Si tu veux montrer que tu fais du design léché pour des sites uniques, et du coup tu fais ça, mais tu sais que du coup en termes de performance, en termes d'anime, ça va être plus lourd. Mais après tu vises pas les mêmes personnes en fait. C'est pour ça que sur Awards, t'as des sites qui sont lourds, qui lag, mais qui sont super beaux, t'en as qui sont plus légers. En fait, les sites répondent à différents utilisateurs, donc ça dépend en fait qui tu targetes, pour moi. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Et, en fait, un site avec une landing classique, ça va pas forcément ça va pas en dire beaucoup sur toi. Ça va, en fait, comme dit Alex, ça va marcher. Les gens, ok, vont sans doute convertir, ils vont aimer ça, etc. Mais par exemple, dans mon cas, et d'après ce que j'ai compris, c'était aussi le cas de Alex aussi. On cherche des clients qui sont prêts à mettre peut-être un peu plus de budget pour avoir quelque chose qui est plus poussé et techniquement et du coup dans la façon de construire le site, je veux dire, dans le sens aussi, etc. Et du coup, pour ça, il faut que tu puisses montrer à ces personnes-là que sur toi-même déjà, tu as été capable de dire, d'imposer un style et une DA, etc. Qui va te permettre de t'identifier par rapport à eux. Et du coup, quand par exemple, moi j'en connais pas énormément des gens qui font des sites qui du coup se veulent neutres par rapport à l'environnement, et directement celui à qui ça me fait penser, c'est Alex aujourd'hui, parce que du coup dans son site il le met bien en avant, etc. Et je pense que le message serait peut-être aussi bien passé avec une landing classique comme on peut en trouver pour toutes les SaaS aujourd'hui, mais du coup on aurait moins l'identité de Alex derrière. Et en fait c'est ça, il faut marquer l'inconscient par le design. Mais en effet, pour revenir rapidement en mobile,
En mobile, moi je fais sauter pas mal de choses. En mobile, on revient sur quelque chose de très classique. Hein. C'est plus compliqué de toute façon sur mobile de créer une réelle expérience en fait. Ouais, c'est ça. Faut avoir soit une cible où tu es certain que la personne elle est en 4G tout le temps, ou alors qu'elle a un téléphone dernier cri. Ça dépend du temps que tu as aussi, parce que souvent il y a des. Il y a quelques sites qui sont très bons en desktop. En fait, pour avoir la même expérience en mobile, en fait, ils refont un deuxième site mobile. Ouais. Et là, du coup, ça demande 2 fois plus de taf, parce qu'il faut que tu repenses toutes tes animes, tu repenses tout. Parce qu'en fait, sur Webflow, c'est juste tu redescends les blocs, tu trafiques les animes. Enfin, je pense quand tu codes normalement aussi. Mais après, ça dépend du temps et du coup du budget. Sinon, vous faites comme Ben Mingo, dès que l'écran est trop petit, il met un message get a real screen. Et il écrit quand même mobile coming soon, mais voilà, il sait même pas. Pas besoin d'être sur mobile. J'ai déjà vu ça, ouais. Et du coup, je me posais la question, parce que des fois, tu as la version. Attends, c'est quoi? C'est pas en portrait, mais en landscape. Tu vois, il y a des. Des fois, t'as la version en paysage, en landscape sur Webflow. Et des fois, en fait, j'hésite à la designer. Je me dis, en fait, il y a très peu de gens qui l'utilisent en version landscape. Si, en termes de. Non, je pense pas. Ça va être des tablettes principalement. Je pense des moyennes tablettes. C'est des adultes. Ça m'est déjà arrivé de voir des amis de mon père, des trucs comme ça, qui d'un seul coup prennent leur téléphone en mode landscape. Et je dis je fais partie de ces 2% qui nous embêtent nous. Du coup, tu peux pas lire, obligé de tout le temps de scroller. Ouais. La zone de lisibilité, elle est hyper réduite. Ouais. Ils aiment bien que tu. Du coup, des fois, je suis pas sûr qu'ils font exprès. Ouais. C'est vrai. Donc des fois, je me dis, en fait, je skip cette étape. Mais après, je me dis, en fait, faut que tu répondes à tous les besoins, donc je le fais pas. Mais c'est une question de partie. Oui. J'aime bien l'initiative de Ben Mingo, comment ça connecte du temps. Clairement. Clairement, et puis au bout d'un moment, j'ai envie de dire, si son talent il s'exprime mieux sur desktop que sur mobile, Ouais, je pense qu'il a pas de problème à trouver du taf. Ouais, et puis voilà. Ben Mingo, c'est le top du top, quoi. Tu peux le regarder. Alors là, ça serait dingue. Un jour. Ouais. Bon, c'était super ça, ce petit call. On voulait le faire plus court, mais au final, on a bien discuté. Donc franchement, intéressant de A à Z. On a encore appris plein de choses aujourd'hui. C'est un bon format, 50 minutes, 1 heure. Ça laisse, Ouais, c'est bien. En fait, on a quelque chose de structuré au début et il y a un moment où on va tout le temps partir dans le débat, rajouter des trucs. Mais c'est bien de démarrer, comme dit Valentin, avec un truc structuré. On sait qu'on n'a pas de creux et que ça fonctionne, quoi. On espère que ça vous a plu, puis on espère vous revoir du coup la semaine prochaine à 18h, tous les mercredis en live. Voilà. Et je pense qu'on fera un peu plus de com sur Twitter, LinkedIn et tout ça. Ouais, clairement. Et on optimisera un peu le tout. Ça va s'améliorer au fur et à mesure même. Ça va ça. rendre ça plus intéressif encore, ou du moins essayer d'avoir si vous avez des questions ou autres, y répondre, etc. Ça peut être parfait. Carrément, ouais. Créer de l'interaction, en effet. Super. Bon, nickel. Bonne soirée à tous. Bien, bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne fin de semaine. Ciao. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao.